Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Ah, Félix, tu vas nous parler de nos bons amis Isabelle Beaulieu et Guy Grenier, qui étaient pas nos amis, Richard, pas nos amis, nos stratèges de l'OCPM, nos grands stratèges qui feraient rougir dans la vie les grands cabinets conseils comme National et Tact de ce monde. Ben oui, l'OCPM a dépensé 72 000 $ pour un site web inutile. C'est Dominique Cambron-Goulet, Annabelle Blais et Jean-Louis Fortin qui nous l'apprennent aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Allez lire leur texte, ça vaut la peine. Alors, le projet là, dans ça, là, du site web, là, en fait, c'est qu'il a été mis sur la glace, au fond. Parce que quand on a commencé à poser des questions à l'OCPM, on n'avait même pas encore diffusé les révélations concernant, justement, ces dépenses exorbitantes en voyage, en frais de déplacement au restaurant, que l'OCPM entrevoyait déjà de mettre une pause sur son projet de site web de peur qu'on les questionne là-dessus. Alors, il s'en est suivi une superbe stratégie en disant, parce que là, ce qu'il faut savoir dans ça, puisque l'OCPM ne savait pas, puis moi, ça me fait un peu rire, honnêtement, quand je vois ça, c'est que par les demandes d'accès à l'information, on a leur texto entre Mme Isabelle Beaulieu, la grande patronne de l'OCPM, puis M. Grenier, son second. Alors, le 12 octobre, Mme Beaulieu écrit à M. Grenier, elle dit « On peut stopper le logo, la refonte du site pour reporter en janvier. On va laisser passer la tempête TVA. » Donc, ils savaient là, qu'ils étaient pour être dans une forme, en tout cas, de mer assez houleuse. Il dit « On repousse tout en janvier. » M. Grenier dit « On n'a plus d'argent de toute façon. » Mais là, Mme Beaulieu répond, elle dit « Parfait. Mais entendons-nous pour dire que c'est à cause de Québécois. » Écoute, il voulait nous faire passer sur le dos le fait d'avoir annulé la création d'un site web inutile, selon le président intérimaire de l'OCPM actuel, Philippe Bourque. Franchement, ça relève du grand n'importe quoi. Rarement j'ai vu ça. Écoute, et c'est pas les premiers textos où ils essaient de se faire une stratégie autour de nos révélations. Puis, sais-tu quoi? La vérité, c'est qu'ils l'ont pas pantoute. Là. Ils essaient. Ben oui. Ils l'ont pas, là. Ils l'ont pas. Comme tu dis, des grands stratèges, là, vraiment, là, ils l'ont. Là. Puis, il avait prévu 6 900 $ pour un logo aussi, là, changer le logo de l'entreprise. Oui, exactement. Le CPM qui est doté d'un budget annuel de 3 millions de $, qui a terminé l'année 2023 avec un déficit de près de 200 000 $, qui est sous tutelle présentement, avait justement eu l'idée de refaire son logo pour plus de 6 000 $. Je pense qu'il va de soi, étant donné les questions qui fusent de toutes parts sur l'utilité même de cet organisme de consultation publique, que c'était pas la bonne chose à faire de claquer plus de 6 000 $ pour un logo. Je te rappelle que l'OCPM, parce que là, c'est inscrit un peu dans la tête de tout le monde, mais l'OCPM, là, c'est un organisme qui consulte les Montréalais sur les grands projets qui sont mis de l'avant à Montréal, soit la voie Camillien-Hood, piétonnière ou libre à la circulation, des grands projets d'infrastructure, mais plusieurs contestent sa validité, son existence même. Justement, la voie Camillien-Hood, alors on se demandait, Mme Plante voulait fermer la voie Camillien-Hood aux automobilistes, elle demande à l'Office de consultation publique de Montréal de consulter la population. Est-ce que vous êtes pour ça? La population dit non, on est contre ça. On veut pas que vous interdisiez la voie Camillien-Hood aux automobilistes. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mme Plante? On s'en fout de la consultation, on va le faire quand même. Alors, à quoi ça sert d'avoir un organisme du genre? Je me le demande. Écoute, ça ressemble à quoi, Félix? 2 millions de $ en cash, en liquide. Ça tient quoi, dans une valise ou quoi? Ben, ça dépend en quelle coupure. C'est ça l'affaire. Mais souvent, les millions de dollars qui sont trouvés dans des perquisitions policières, c'est en 20 piastres. Hein? À 20 piastres? Ouais, ben oui, parce que c'est l'argent qui vient d'où? C'est l'argent qui vient souvent, en tout cas, la plupart du temps, là, du trafic, de la vente de stupéfiants. Donc, tu sais, c'est rarement des 100, là. Hein? Alors, puis c'est pas des 1000, ça serait quoi? Ça serait 200 000, 100 000, 20 piastres. Oui, exactement. Ça tient normalement dans
dans 2 sacs de sport, là, à peu près, dans 2 petits sacs de sport, là, dans des, tu sais, comme ma mère disait, des petits snatchels, là, ça tient dans 2 petits snatchels. Alors, ben oui, je t'en parle parce qu'il y a eu une perquisition, écoute, c'était un gros coup de filet de la police de Montréal, on va en parler bientôt, mais je te l'annonce en primeur, là, à Cube. Ils se sont présentés dans une résidence de la rue du Plateau, c'est dans l'arrondissement La Salle. La personne qui était visée, c'est un associé de Pietro d'Adamo, un ancien associé. Et ils ont trouvé donc plusieurs kilos de cocaïne, mais 2,3 millions de dollars en cash, c'est beaucoup. Ça semble être une enquête donc assez importante. Puis Pietro d'Adamo, pour te le situer dans le portrait, parce que lui, il est assez important. Lui, il est collé sur le clan Solicito Rizzuto. Il est même vu, si jamais il devait arriver malheur, au tandem qui dirige la mafia. On sait que Leonardo Rizzuto est contesté, Stefano Solicito est très malade. Il est même vu comme quelqu'un qui pourrait reprendre les rênes du clan sicilien là, à Montréal, même si je ne crois pas qu'il soit lui-même sicilien. Il faudrait que je vérifie, honnêtement. Mais de toute façon, les allégeances géographiques, c'est moins important qu'on pense. Alors, grosse perquisition du SPVM. Écoute, 2 millions de dollars dans une résidence à La Salle, c'est quelque chose. Et là, bien, ça fait la page couverture du journal, bien sûr, l'éco-sabotage, engin incendiaire à Nordvolt, tapis de clous dans la neige, clous dans les arbres et barres de fer aussi, peinture dans les bureaux, vandalisme. Et tu dis que ce n'est pas un acte isolé. Ben non, c'est pas un cas isolé. De l'éco-sabotage, de l'éco-terrorisme, on a vu quelques événements. C'est pas très fréquent, mais depuis 25 ans, là, au Québec, on voit ces gestes-là d'éco-terrorisme ou d'éco-sabotage. Tu as qu'à te rappeler des gestes posés par ça s'appelait la résistance internationaliste à l'époque, lors de la mise en fonction de la ligne Artel des cantons. Hein? Oui, au Québec, tu te rappelles, oui. on avait saboté des pylônes. Ben oui. Et tu te rappelles également que, et ça c'était de l'éco-terrorisme pur et dur, si on peut l'appeler ainsi, le porte-parole, qui est encore, je crois, porte-parole ou directeur général de l'Institut des produits pétroliers, Carole Montreuil, son véhicule, on avait posé un engin incendiaire sous son véhicule, devant chez lui. Ça, c'est de l'éco-terrorisme. Alors voilà que chez Nordvolt, en tout cas, les résistants criminels, disons-le, parce que ce sont des actes criminels qui ont été perpétrés là, jettent leur dévolu sur Nordvolt. Et je pense que Nordvolt a fait la bonne chose en s'adressant à la police pour porter plainte. Parce que là, le niveau de tolérance là, dans ces gestes-là, là, il doit être à 0, selon moi. Là. Et on rappelle là, que Nordvolt va fabriquer des batteries électriques pour permettre aux automobilistes de moins polluer. Là. C'est certain que c'est pas une entreprise au-dessus de toute critique. On a permis à Nordvolt, par exemple, de contourner le BAP. On peut se poser des questions. Il y a l'histoire du milieu humide aussi qui serait peut-être pas protégé, tout ça. Il y a des questions à se poser, mais tu sais, je veux dire, on est dans une démocratie, Félix. Il y a des gens qui semblent l'oublier. Il y a des recours aux tribunaux où tu peux manifester librement sans te faire arrêter. Tu peux militer dans des groupes pro-environnementaux. Tu n'as pas besoin d'aller dans des actes extrémistes comme ça, là. Non, exactement. Puis je note aussi au passage la question probablement la plus importante aujourd'hui à laquelle on n'a pas de réponse, c'est que les coups d'éclat, certains coups d'éclat ont été revendiqués par des groupes environnementaux, mais celui des engins incendiaires de hier, puis de la peinture, puis des vitres fracassées, n'ont pas été revendiqués. Alors moi, j'attends ça. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, ça va sortir. Puis notamment, là, notons aussi que les bureaux qui ont été vandalisés, là, ceux du Centre de valorisation du bois urbain à Saint-Bruno de Montarville, c'est une OBNL qui est mandatée par Nordvolt pour effectuer les travaux de déboisement, mais de valorisation aussi des arbres. Alors, j'ai de la misère à m'expliquer. En tout cas, il y a peut-être erreur sur le mandat. J'espère qu'ils ont fait erreur sur le mandat même de cette OBNL, puis qu'ils se sont trompés, parce que c'est pas très en phase d'attaquer une entreprise qui revalorise des matières qui sont des matières résiduelles du bois, notamment, qui sont tirées du site. Là. Je veux dire, c'est un peu... Ben oui. C'est un contre-emploi pour les écologistes. Écoute, Félix, j'ai une question qu'il y a des auditeurs qui m'ont écrit, posent cette question-là. Comment, tu sais, concernant les campements sur le campus de l'Université McGill,
comment ça se fait que la police ne débarque pas, ne fait pas le ménage? Mais la police débarque à la demande d'un organisme. Elle ne peut pas décider elle-même, on arrive là. C'est parce qu'on lui demande d'intervenir qu'elle intervient, la police. Là. Elle n'a pas cette autorité-là. Oui, elle a cette autorité-là. Oui. Si elle constate que des gestes criminels sont commis, elle a tout à fait l'autorité d'intervenir, de stopper le geste criminel qui est en cours quand il est documenté, quand il est constaté. Ça, c'est à 100% certain, Richard. Maintenant, elle peut aussi décider. Moi, ce dont j'ai l'impression, présentement, c'est que pour des raisons politiques, il y a un genre de confort qui s'installe entre la police et les manifestants au campement McGill. Et l'université aussi, je dois dire, parce que tu sais, il y a des émissaires qui sont mandatés par le SPVM pour discuter avec les campeurs, les manifestants, ceux qui... Bon. Puis cette relation-là, tant qu'elle va bien, tant qu'il n'y a pas de gestes criminels qui sont commis, même si c'est une occupation des terrains d'une université qui demande... Parce que ça, l'université a le droit, tu as deux choses là-dedans. Tu sais, quand je te dis la police peut intervenir si un geste criminel est commis, ça, c'est 100% certain. Mais l'université McGill, si elle décrète que ces campeurs-là sont illégalement sur son terrain, le bâtiment, les terrains de McGill, là, c'est à McGill. OK? Puis si McGill dit ils sont sur nos terrains sans en avoir le droit, ils ont le droit de porter plainte à la police. Et là, la police, normalement, devrait s'en charger. Je veux dire, moi, à plusieurs reprises, même en journalisme, on le voit quand on se présente chez quelqu'un ne veut pas nous voir, on est sur son terrain. Il nous dit sors de mon terrain, sinon j'appelle la police. Le hic, c'est que c'est une université. Une université, c'est un lieu de débat. C'est un lieu où on peut s'exprimer. Donc, l'université McGill, t'imagines l'image qu'elle pourrait avoir si elle réprime les droits des étudiants de s'exprimer. Donc, c'est là où on est. C'est très complexe, mais j'imagine qu'à un moment donné, ça va finir par finir. Merci, Félix Séguin. Bonne journée. Merci. Salut. Bye-bye.